Oui, madame Asmafi. Très bien. Donc, avec un peu de retard, on va commencer. Donc, bien sûr, la séance d'aujourd'hui, elle va porter sur la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, on va partir d'un cas clinique. Alors, donc, Monsieur Haché, âgé de 57 ans, il a comme antécédent une hypertension artérielle. Il travaille comme marchand ambulant. Il est tabagique à 60 paquets années non sevrés. Comme symptôme, il présente une dyspnée d'effort stade 2 MMRC, d'installation progressive avec une aggravation lente depuis 4 ans. Il a une histoire de toux chronique depuis 3 ans, des histoires de surinfection bronchique à raison de 3 épisodes par an traités en ambulatoire, et il n'a pas d'histoire de surinfection ou d'hospitalisation. Alors, à l'examen clinique, il a un bon état général, un IMC à 28, il est eupnéique, sans signe de lutte respiratoire. À l'auscultation pulmonaire, il a des râles sibilants aux deux sommets avec une saturation correcte à l'air ambiant à 98%. Il avait un thorax distendu, une tension artérielle correcte, une fréquence cardiaque à 78 battements par minute. L'auscultation cardiaque est normale. Il n'y avait pas d'orthopnie, mais il existe un peu d'œdème des membres inférieurs. À votre avis, quels sont les éléments de l'observation qui sont en faveur d'une BPCO? Donc, je reviens vers l'histoire. Les éléments qui peuvent orienter vers une BPCO. Il est tabagique non sevré. Très bien. La dyspnée d'effort. Mhm. La toux chronique. Oui, Et les épisodes de surinfection bronchique, 1 à 3 épisodes par an. très bien. Et à l'examen clinique? Donc, il a un thorax qui est distendu à cause peut-être de l'emphysème pulmonaire. Il a des râles sibilants aux deux champs pulmonaires qui témoignent de l'existence d'un bronchospasme. D'accord. Donc, la BPCO, c'est un véritable problème de santé publique. C'est une cause majeure de morbidité et de mortalité dans le monde. C'est une maladie qui est sous-estimée car elle n'est pas toujours reconnue et diagnostiquée. En effet, les symptômes sont généralement banalisés et très confondus avec la symptomatologie de la maladie asthmatique. La cause la plus fréquente, bien sûr, de la BPCO, c'est le tabagisme actif. L'évolution, elle se fait par la survenue d'exacerbations, surtout des exacerbations secondaires à des surinfections bronchiques. Et à un stade ultime, la BPCO, elle peut arriver au stade d'insuffisance respiratoire chronique obstructive et elle devient ainsi une source d'handicap respiratoire et d'altération de la qualité de vie. Donc, comme définition selon le GOL 2019, la BPCO, c'est une maladie qui peut être prévenue et traitée. Elle est caractérisée par la persistance de symptômes respiratoires, une gêne à l'écoulement de l'air qui résulte d'anomalies des alvéoles et des voies aériennes, en réponse à des toxiques inhalés. Et cette gêne chronique à l'écoulement de l'air, elle est due à un mélange de pathologies qui affectent les petites voies aériennes à l'origine de bronchiolite obstructive et de destruction du parenchyme pulmonaire qui va causer l'emphysème pulmonaire. Les facteurs de risque de la BPCO sont multiples, mais le principal facteur de risque, c'est la fumée du tabac. Aussi bien le tabagisme actif que passif. Il y a aussi la pollution aérienne domestique, la pollution atmosphérique, les expositions professionnelles. Il y a le déficit héréditaire en alpha-1 antitrypsine qui peut être à l'origine d'un emphysème pulmonaire important et de BPCO à un jeune âge. Il y a les troubles de la croissance et du développement pulmonaire. L'asthme et l'hyperréactivité des voies aériennes peuvent évoluer vers la BPCO s'ils ne sont pas bien traités. Il y a la bronchite chronique simple qui peut aussi évoluer vers la BPCO. Et il y a les antécédents d'infections respiratoires sévères dans l'enfance.
Donc, ce diagnostic de BPCO, il doit être considéré chez tout patient qui présente une dyspnée. Généralement, c'est une dyspnée d'effort qui s'aggrave progressivement, avec une toux ou bien des expectorations chroniques et avec ou sans exposition à des facteurs de risque. Donc, si on a une dyspnée d'effort, une toux chronique et des expectorations chroniques chez un patient qui est exposé soit au tabac, soit à d'autres facteurs de risque professionnels ou génétiques, il faut penser à la BPCO et réaliser la spirométrie. Les signes fonctionnels, comme on avait dit, le maître symptôme, c'est la dyspnée d'effort. C'est le principal motif de consultation et c'est une cause majeure d'handicap et d'anxiété associée à la maladie. Ce symptôme, il peut être évalué par plusieurs échelles, mais l'échelle la plus utilisée en pneumologie, c'est l'échelle MMRC qui comprend 5 grades. Mais il y a aussi l'échelle de Sadoul qui est utilisée en cardio, l'échelle de Borg et l'échelle de Nia utilisée aussi en cardio. Donc l'échelle MMRC, il varie de 0 à 4. Donc 0, le patient n'est pas essoufflé lors de l'exercice, sauf pour des exercices intenses. Le stade 1, c'est un patient qui est essoufflé quand il marche rapidement ou bien à la montée de pente très raide. Le stade 2, c'est un patient qui ne peut pas suivre le rythme de personnes de son âge ou bien qui devient dyspnéique pour une marche à plat. Le stade 3, c'est un patient qui arrête sa marche avant 100 mètres de périmètre de marche. Et le stade 4, c'est un patient qui devient essoufflé au moindre effort. Même au repos. Le stade 4, c'est un patient généralement essoufflé au repos. Donc, il ne peut même pas sortir de sa maison. Le deuxième signe fonctionnel, c'est la toux chronique. La toux chronique, elle est généralement sous-estimée. Initialement, elle est intermittente, puis elle devient quotidienne, au début matinal, puis tout au long de la journée. Quand est-ce qu'on parle de bronchite chronique? C'est une toux et des expectorations chroniques qui persistent au-delà de 3 mois par an, au moins 2 années consécutives. Les expectorations peuvent être muqueuses, mucopurulentes ou purulentes. Si elle est très abondante, il faut penser aux bronchectasie ou bien à la dilatation des bronches associées. C'est un symptôme qui est aussi toujours banalisé. Il y a aussi le wheezing et le bronchospasme qui sont des signes non spécifiques mais très fréquents dans la BPCO et qui sont secondaires à l'obstruction bronchique par l'inflammation. Les signes physiques, à l'inspection, on va trouver une déformation thoracique avec un thorax globuleux et augmentation du diamètre antéro-postérieur comme vous voyez sur la radio. Et ceci, il est dû à l'emphysème pulmonaire. À un stade avancé, on va trouver des signes de lutte respiratoire qui sont surtout des signes, une contraction des muscles respiratoires accessoires, surtout les muscles intercostaux. Et à un stade ultime, on peut avoir un balancement thoraco-abdominal en cas d'insuffisance respiratoire aiguë. On va trouver aussi d'autres signes qui sont en rapport avec une variation de pression à l'intérieur de la cage thoracique à cause de l'emphysème pulmonaire important. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle le signe de ouvert, qui est une diminution inspiratoire du diamètre inférieur du thorax, et le signe de Campbell, qui est une descente inspiratoire de la trachée lors de l'inspiration, bien sûr. À l'auscultation, à cause de l'emphysème pulmonaire, on peut avoir une diminution du murmure vésiculaire. Et lorsque le patient il est en exacerbation, on peut entendre même des râles sibilants. La percussion va montrer une hypersonorité aussi à cause de l'emphysème. Et à un stade tardif, au stade d'insuffisance respiratoire chronique, on va trouver des symptômes d'hypoxémie chronique qui sont la cyanose, l'hypocratisme digital, les œdèmes des membres inférieurs et des signes d'HTAP. Alors, quels sont les 2 premiers examens complémentaires à réaliser en première intention si on suspecte une BPCO? إنيس وأسماء وآية تكلم.
les 2 premiers examens complémentaires. Radiothorax. Oui. Et radiothorax. Et exploration fonctionnelle respiratoire. Et l'examen primordial dans les explorations fonctionnelles respiratoires, c'est la spirométrie avec test de réversibilité. Donc, voici la radiographie thoracique de phase de notre patient. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, c'est une radiographie thoracique de face qui montre des signes indirects d'emphysème pulmonaire, qui sont les signes de distension thoracique. Entre autres, on va trouver un aplatissement des coupoles, une horizontalisation des côtes, une augmentation des espaces intercostaux et des sommets qui sont élargis. Donc, ce sont des signes de distension thoracique qui témoignent de l'emphysème pulmonaire et de l'obstruction bronchique. Comme vous voyez aussi, il y a des gros îles pulmonaires. Ces gros îles pulmonaires peuvent être en rapport avec des grosses artères pulmonaires et les grosses artères pulmonaires sont en rapport avec l'HTAP, l'hypertension artérielle pulmonaire qui est secondaire à l'hypoxémie chronique. Donc voilà, l'imagerie thoracique, elle va montrer des signes de distension, l'élargissement des espaces intercostaux, l'aplatissement des coupoles, horizontalisation des côtes. Et sur la radiographie de profil, on peut trouver une augmentation de l'espace clair rétrocardiaque et rétrosternal. Au niveau du parenchyme, on va trouver des hyperclartés, c'est-à-dire des poumons qui sont noirs à cause de l'emphysème pulmonaire. Et les signes d'HTAP, comme on a dit, ça peut se manifester par des gros îles pulmonaires en rapport avec les grosses artères pulmonaires. Donc, voici la radio de phase d'un patient BPCO. Sur la radio de profil, vous voyez, il y a une augmentation de l'espace clair rétrosternal et une augmentation de l'espace clair rétrosternal avec aplatissement des coupoles. Sur le scanner thoracique, vous voyez des plages qui sont hyper claires et noires. Ce sont des plages de destruction du parenchyme pulmonaire à cause de l'emphysème pulmonaire. Donc, la spirométrie avec test de réversibilité, c'est un examen primordial et c'est le seul examen qui permet de confirmer la maladie. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur la spirométrie? Alors, sur la spirométrie, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? Le rapport VMS sur capacité vitale. Très bien. Donc, si on regarde ici le rapport VMS sur la capacité vitale, c'est-à-dire le rapport de Tifno, avant bronchodilatateur, il est à 57%. Après bronchodilatateur, il est à 64%. Donc, il est inférieur à 70% et ça confirme l'existence d'un trouble ventilatoire obstructif proximal qui est non réversible puisqu'il ne revient pas à la normale après bronchodilatateur. La réversibilité, elle est évaluée sur quel élément? Quand est-ce qu'on dit le trouble ventilatoire obstructif, il est réversible ou non réversible? Et après administration de bronchodilatateur, le patient dit des EMS et CDF.
Donc, le VMS, il va évoluer comment après bronchodilatateur? Donc, si on regarde le VMS avant bronchodilatateur, il est à 64%. Après bronchodilatateur, il est à 61%. Donc, il n'augmente pas après bronchodilatateur. Et la réversibilité, elle est définie par une augmentation du VMS après bêta-2 de 200 millilitres et de 12%, ce qui n'est pas le cas pour ce patient. Donc, son trouble ventilatoire obstructif, il n'est pas réversible et ça confirme la BPCO. Déficit ventilatoire obstructif proximal non réversible. Donc, proximal, pourquoi? Parce que c'est le rapport de Tifno qui est diminué. L'obstruction distale, elle est évaluée par d'autres paramètres qui sont le débit expiratoire maximum 25, 50 et 75%, qui sont aussi augmentés. Vous voyez qu'ils sont inférieurs à 80%. Donc, le déficit ventilatoire obstructif, il est aussi bien proximal que distal. Alors, pour les EFR, tout sujet qui fume et qui tousse, crache ou bien il est dyspnéique, il doit subir des explorations fonctionnelles respiratoires. L'examen clé, c'est la spirométrie avec test de réversibilité au bronchodilatateur. Donc, c'est indispensable pour le diagnostic positif. C'est indispensable aussi pour évaluer la sévérité du déficit ventilatoire obstructif et ceci par la valeur du VEMS. Et c'est important pour suivre l'évolution de la maladie et adapter après le traitement de fond. Donc, pour confirmer le diagnostic, il faut chercher un déficit ventilatoire obstructif proximal non ou peu réversible, c'est-à-dire un rapport de Tifno-VEMS sur capacité vitale forcée après bêta-2 inférieur à 70%. La réversibilité, on parle de réversibilité significative lorsque le VMS il augmente de plus de 200 millilitres et de plus de 12% en valeur initiale. On parle de réversibilité complète lorsqu'il y a une normalisation du rapport VMS sur capacité vitale forcée qui devient donc supérieur à 0,7. Donc, premièrement, on a dit que la spirométrie, elle confirme le diagnostic en recherchant le déficit ventilatoire obstructif proximal non réversible. Et deuxièmement, elle permet d'évaluer la sévérité de l'obstruction bronchique et ceci par la valeur du VMS. Donc, le déficit ventilatoire obstructif, il est dit léger, stade 1, lorsque le VMS il est supérieur à 80%. L'obstruction, elle est modérée lorsque le VMS il est entre 50 et 80%, donc stade 2. Stade 3, c'est une obstruction sévère avec un VMS entre 30 et 50%. Et l'obstruction, elle est très sévère, stade 4, lorsque le VMS il est inférieur à 30% ou bien inférieur à 50% avec des signes d'insuffisance respiratoire ou insuffisance cardiaque. Après la spirométrie, on peut réaliser une plétismographie et ceci pour mesurer les volumes pulmonaires non mobilisables. L'intérêt de la plétismographie, c'est de rechercher une distension pulmonaire. La distension pulmonaire, elle est définie par un volume résiduel qui est supérieur à la limite supérieure de la normale. Donc, ça témoigne de l'existence d'une ce qu'on appelle l'hyperinflation, c'est-à-dire le piégeage d'air à l'intérieur des poumons à cause de l'obstruction bronchique. Donc, les EFR comportent aussi la mesure du DLCO. Le DLCO, il permet d'évaluer le transfert alvéolo-capillaire. Donc, il est dit pathologique lorsqu'il est inférieur à 70%. Les autres tests, il y a la gazométrie artérielle à la recherche d'une hypoxémie, d'une hypercapnie, d'une acidose respiratoire. Le test de marche de 6 minutes, c'est-à-dire il faut rechercher une désaturation en oxygène à l'effort, parce que le BPCO, il peut avoir une saturation correcte au repos, mais il peut avoir aussi une désaturation lorsqu'il fait un effort. Et cette désaturation, elle est recherchée par le test de marche de 6 minutes. Il faut aussi évaluer la qualité de vie par des scores. Donc,
Le bilan de retentissement de la maladie, il faut chercher un retentissement sur le cœur. Donc, le BPCO, il peut avoir un retentissement essentiel sur le cœur droit. Donc, on va avoir sur l'ECG des signes d'hypertension artérielle pulmonaire et de cœur pulmonaire chronique. L'échographie cardiaque, elle permet d'évaluer la fraction cardiaque gauche, mais aussi de rechercher surtout une hypertension artérielle pulmonaire qui peut se voir, comme on a dit, suite à une hypoxémie chronique. La polyglobulie peut être retrouvée sur l'NFS. Donc, on peut trouver, soit elle est définie par une hémoglobine supérieure à 16 grammes et elle est secondaire à la stimulation de la sécrétion d'érythropoïétine par l'hypoxémie. Donc, l'hypoxémie chronique va stimuler au niveau des reins la sécrétion d'érythropoïétine qui va stimuler l'érythropoïèse et être à l'origine d'une polyglobulie. C'est pourquoi les patients, les grands fumeurs, ont généralement un taux d'hémoglobine élevé à 15 à 16, c'est à cause de l'hypoxémie. Donc, le bilan étiologique, comme on a dit, on peut avoir des BPCO précoces à un âge jeune et ceci il est secondaire à des maladies héréditaires. Donc, une BPCO chez un patient jeune, il faut rechercher le dosage il faut réaliser le dosage de l'alpha-1 antitrypsine à la recherche d'un déficit pour réaliser un bilan infectieux lorsqu'on a des surinfections bronchiques répétitives. Donc, une fibroscopie bronchique, voire un examen ORL et bien sûr un examen cytobactériologique des crachats. Donc, pour notre patient, on a trouvé un déficit ventilatoire obstructif proximal non réversible. Donc, on a confirmé la bronchopneumopathie chronique obstructive. Comment vous allez classer votre malade selon les classifications internationales? Il y a une classification utilisée qui va guider par la suite la prise en charge thérapeutique. Comment vous allez le classer, le patient? Notre patient, donc, il est classé Gold 2 et groupe D. Comment on l'a classifié? La classification, quand vous la connaissez, elle existe bien sûr sur votre cours, hein. Donc, une fois on a confirmé la maladie par la spirométrie, donc rapport de Tifno après bronchodilatateur inférieur à 0,7, comme on a dit, on va évaluer le degré d'obstruction et ceci par la valeur du VMS. Donc, on va classifier le patient Gold 1, 2, 3 ou 4 selon la valeur du VMS. Gold 1 si c'est supérieur à 80, 2 entre 50 et 80, 3 entre 30 et 50 et 4 inférieur à 30. Par la suite, on va regarder deux paramètres qui permettent de classifier le patient en groupes. Groupe A, B, C ou D. Ces deux paramètres sont en bas, quand vous voyez le stade de la dyspnée MMRC et puis le nombre d'exacerbations. Par exemple, un patient qui est classé groupe A, il a une dyspnée de base MMRC entre 0 et 1 et il a un nombre d'exacerbations 0 ou 1. Un patient qui est classifié groupe C, il a une dyspnée d'effort stade 0 ou 1, mais il a un nombre d'exacerbations supérieur ou égal à 2 par an, ou bien une hospitalisation pour exacerbation aiguë sévère. Donc, pour notre patient, si on revient, il a un VMS de base qui est à 64%. 64%, c'est-à-dire il est classé groupe Optional. Gold 2. Et il a une dyspnée d'effort, comme on a dit au début, classée stade 2 MMRC. Et il a des histoires de surinfection bronchique à raison de 3 épisodes. Donc, il fait 3 exacerbations infectieuses
par an. Donc, il est classé Gold 2, groupe D. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, il a un VMS à 64%, donc il est Gold 2. Il a une dyspnée d'effort qui est classifiée stade 2 MMRC et il a plus que 3 exacerbations, plus que 2 exacerbations par an. Il a 3 exacerbations, donc il est classé groupe D. Comment vous allez le traiter, le patient? Une fois vous avez confirmé le diagnostic et vous allez classer, vous l'avez classé, comment vous allez le traiter? Bronchodilatateur. Bronchodilatateur, courte ou longue durée d'action? B. La prise en charge thérapeutique d'un patient BPCO, elle ne repose pas uniquement, bien sûr, sur un traitement médicamenteux, mais il y a plusieurs volets. Donc, le premier volet, c'est le sévrage tabagique. Le sévrage tabagique, c'est la principale mesure qui permet d'interrompre la progression de l'obstruction bronchique. Donc, le sévrage tabagique, il est primordial dans la prise en charge de tout patient BPCO qui fume. Deuxièmement, il y a les agents médicamenteux. Donc, les deux grandes classes thérapeutiques, ce sont les bronchodilatateurs inhalés et les corticostéroïdes inhalés. Pour les bronchodilatateurs inhalés, il existe deux familles qui sont les bêta-2 mimétiques et les anticholinergiques. Et dans chaque famille, il y a les formes de courte durée d'action qui sont utilisées au cours des crises et il y a les formes de longue durée d'action qui sont utilisées comme un traitement de fond au long cours. Par exemple, les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action, il y a la ventoline et la bricanil. Ce sont des traitements de crise, comme dans la maladie asthmatique. Il y a aussi les bêta-2 de longue durée d'action, qui sont le salmétérol, le formoterol, l'indacatérol, donc plusieurs molécules qui peuvent être utilisées à raison de 1 à 2 fois par jour. Les anticholinergiques de courte durée d'action sont aussi utilisés en cas de crise et de longue durée d'action sont utilisés au long cours. Donc voici les dispositifs d'inhalation. Il existe plusieurs dispositifs. Les corticostéroïdes inhalés, ils n'ont aucune place en utilisation seule dans la BPCO, contrairement à la maladie asthmatique où les corticostéroïdes inhalés sont utilisés en première intention et peuvent être utilisés en monothérapie, c'est-à-dire seuls. La BPCO, non, il faut prescrire les bronchodilatateurs de longue durée d'action en première intention. Par contre, les corticostéroïdes inhalés, ils ont des indications très particulières qui sont la BPCO sévère, c'est-à-dire les groupes C et D, lorsqu'il y a une diminution rapide du VMS et lorsqu'il y a des exacerbations fréquentes, mais toujours en association avec les bronchodilatateurs de longue durée d'action. Donc, on peut aussi utiliser deux bronchodilatateurs, c'est-à-dire les bêta-2 agonistes et les anticholinergiques. Et l'association, elle est plus efficace que chacun seul. Donc, ça améliore la fonction respiratoire et la qualité de vie. Il y a d'autres molécules qui sont les inhibiteurs de la phosphodiesterase 4 ou le roflumilaste. Il a une propriété anti-inflammatoire importante et il est utilisé dans les BPCO sévères à très sévères, c'est-à-dire les groupes C et D, et lorsqu'il y a des antécédents d'exacerbation fréquente avec bronchite chronique. Donc, les abréviations, donc les SABA, ce sont les bêta-2 de courte durée d'action, les SAMA, ce sont les anticholinergiques de courte durée d'action, les LABA, ce sont les bêta-2 de longue durée d'action et les LAMA, les anticholinergiques de longue durée d'action. Les ICS, bien sûr, c'est les corticostéroïdes inhalés. Donc, il y a aussi
les traitements non médicamenteux, qui sont le réentraînement à l'effort. La vaccination antigrippale et antipneumococcique, elle est indispensable chez les patients BPCO, surtout les exacerbateurs fréquents. L'oxygénothérapie de longue durée, elle a bien sûr ses indications. La ventilation non invasive, on peut aller jusqu'à la transplantation pulmonaire ou bien la chirurgie de l'emphysème pulmonaire, soit une résection de bulles, soit une réduction du volume du poumon. Donc voilà le schéma de traitement, de prise en charge thérapeutique des patients BPCO en fonction du groupe. Donc pour le groupe A, il faut prescrire un bronchodilatateur à la demande, généralement de courte durée d'action à la demande. Pour le groupe B, c'est un bronchodilatateur de longue durée d'action, soit une LABA, soit une LAMA, c'est-à-dire soit bêta-2 longue durée d'action, soit anticholinergique longue durée d'action au long cours. Le groupe C, il faut prescrire un bronchodilatateur longue durée d'action de type anticholinergique, les LAMA. Pourquoi? Parce que les études ont démontré que les LAMA sont plus efficaces que les LABA pour les patients qui présentent des exacerbations fréquentes. Et ceci est le cas pour le groupe C. Le groupe D, on a le choix, soit on peut utiliser une LAMA seule, soit une association LAMA et LABA, soit une association LABA et corticostéroïdes inhalés. Donc, l'association LAMA et LABA, elle est préférée chez les patients qui sont très dyspnéiques. Et l'association LABA plus ICS, elle a ses recommandations. Elle est utilisée soit lorsqu'on a un taux d'éosinophile supérieur ou égal à 300, ou bien si on a un profil, ce qu'on appelle ACO, c'est-à-dire association BPCO et asthme. Pourquoi? Parce que les ICS sont très efficaces sur la composante inflammatoire qui est importante dans ces deux conditions. Donc, éosinophilie supérieure à 300, ou bien association BPCO et asthme, c'est ce qu'on appelle l'ACO, ou bien le syndrome de chevauchement. Est-ce que vous avez des questions ici? Il faut juste l'apprendre, là, le tableau. Il faut apprendre la classification Gold selon le VMS et la classification surtout en groupe, parce que c'est sur cette classification qu'on va prescrire le traitement de fond. C'est en fonction du groupe qu'on va choisir la molécule pour notre patient. Donc, pour notre patient, il est groupe 2 il est Gold 2 et groupe D. Donc, le traitement, comme on a dit ici, groupe D, soit une LAMA plus LABA, soit une LABA plus ICS. On va évaluer le patient après 3 mois et l'évaluation, elle se base sur l'évaluation de deux éléments qui sont la dyspnée, le stade de la dyspnée, est-ce qu'il s'améliore ou pas, et le risque d'exacerbation. Bien sûr, comme on a dit, le traitement non pharmacologique, il est indispensable. Il repose surtout sur le sévrage tabagique, la vaccination antigrippale et antipneumococcique et la réhabilitation respiratoire. Donc, pour conclure, la BPCO, c'est un problème majeur de santé publique. 80% des BPCO sont secondaires au tabagisme. Elle survient chez la majorité des fumeurs et elle peut évoluer vers l'insuffisance respiratoire chronique obstructive. L'examen primordial qui permet de confirmer le diagnostic et de suivre la maladie et apprécier la gravité, c'est la spirométrie avec test de réversibilité. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Très bien, merci et bon courage.